Bonjour à toutes et à tous, bonjour Ismaël. Bonjour Jérôme, bonjour charmants auditeurs. Nous voici pas en direct, mais presque, parce que nous allons parler de ton futur ouvrage. Donc Ismaël Sadki, tu es instituteur, mais aussi auteur, formateur, conférencier, donc plusieurs casquettes, et tu parles justement beaucoup de l'éducation, parce que justement c'est ton cœur de métier au départ, donc tu nous en diras un peu plus, et tu as écrit plusieurs ouvrages, et là aujourd'hui on va parler du prochain qui va sortir en septembre sur les devoirs à la maison. Donc ça, c'est ce qu'il y a au programme du jour. Mais avant d'aller un peu plus loin, plus en profondeur dans ce sujet, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus et aussi ton parcours que je trouve hyper intéressant? Merci Jérôme, belle présentation. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes et je vais dire même chapeau. Alors, pour me présenter, effectivement, je suis pas vraiment instituteur, je suis plus enseignant, puisque les instituteurs enseignent plus au primaire, au collège sur les cycles. Et moi, je suis enseignant depuis 20 ans dans un lycée professionnel privé qui est le lycée Lamache sur Lyon. Et j'ai un parcours dit atypique. Alors, pourquoi atypique? Tout simplement que j'ai fait beaucoup de techniques. Donc, j'ai fait un génie électrique informatique industriel. Et entre-temps, j'en ai eu marre du technique. Je suis allé dans les sciences de l'éducation qui m'ont passionné. Et les sciences de l'éducation ont quelque chose de puissant puisqu'ils donnent un peu le fil conducteur de l'éducation et de l'instruction. Donc, j'ai enseigné à peu près pendant 15 ans avec ces doubles casquettes, la connaissance du système éducatif en profondeur et les connaissances techniques. Mais à un moment donné, en 2012, j'ai eu une rupture. J'en ai eu marre puisqu'en 2012, mes élèves sont rentrés la première année tristes, clairement tristes. On n'a pas su pourquoi, on n'a pas su comment. Et je me suis dit, mais il faut qu'on trouve des solutions avec une équipe pédagogique. On s'est dit, mais comment faire pour que nos élèves retrouvent le goût d'apprendre? Et on s'est tourné vers les meilleurs suite aux études PISA qui mesurent dans le monde entier les meilleurs élèves en maths, les meilleurs élèves en français. On s'est retrouvé en Finlande avec une équipe pédagogique où on a pu découvrir le meilleur système éducatif pédagogique au monde. On a pu rencontrer des enseignants, visiter différents types d'établissements scolaires. Et il y a une phrase qui m'a percuté, qui m'a frappé. Vous savez, vous, les étrangers, quand vous venez, c'est une phrase d'une enseignante, vous prenez trop la tête, pour faire simple. Vous prenez trop la tête. Travaillez la confiance en soi de vos élèves et l'estime de soi va monter. La confiance en soi, c'est cette capacité à oser agir par rapport à ce qui est important pour soi. Et obtenir ce qui est important pour soi, c'est réussir. Et donc, obsessionnellement, moi, je suis rentré en France avec notre équipe pédagogique où on s'est dit, on va prendre le modèle éducatif finlandais qui n'est pas duplicable ou scalable en France, mais on va prendre des petits outils pour pouvoir mettre en place un cadre. Donc, ce qu'on appelait, nous, une classe CARE, une classe valorisant la coopération, l'autonomie, l'efficience, alors care, responsabilité, responsabilité et l'efficience des élèves, pardon. Donc, take care, prendre soin. Et ça, c'est très important. Excellent. Voilà. Et du coup, justement, donc tu es revenu avec la méthode CARE du coup de Finlande et que tu as pu implémenter ensuite dans ta manière de transmettre quelque part. Mais justement, dans ton livre aussi, tu as une autre anecdote que j'aime beaucoup et qui disait, justement, tu as commencé par ça dans ton ouvrage « Je suis allé devoir la maison ». C'est en fait, c'est une personne, c'est un parent en fait qui t'a quelque part lancé sur cet ouvrage avec finalement un constat. Alors, c'était quoi ce constat par rapport aux devoirs à la maison spécifiquement en France? Le constat, en fait, il est simple. Alors, de l'enseignement, la classe CARE, juste, je rajoute juste des éléments. La classe CARE a été suivie par le système par l'éducation nationale, par le système qui s'appelle l'ACARDI, qui est la cellule de l'innovation. Et on retrouve nos travaux dans EduSchool et c'est ouvert à tous. Donc, s'il y a des charmants auditeurs qui sont enseignants, ils peuvent aller piocher dans nos idées. Sans problème, c'est ouvert. Voilà. Alors, je rencontre depuis plus de 20 ans on va dire des milliers de parents, puisque c'est pas une bêtise, hein, j'en ai rencontré bien des milliers. Et moi, j'ai du mal avec la souffrance, la difficulté. Comme je vous ai dit, je suis enseignant dans le technique. Et triste constat, les parents me disent souvent,
Ismail, moi, ta matière, enfin, Monsieur Satki, votre matière, moi, j'y connais rien. Je pourrais jamais aider mon enfant là-dessus. Et c'est là où je suis parti, en fait. Et c'est en rencontrant un parent qui me disait, mais comment je vais faire par rapport à mon enfant pour pouvoir l'accompagner et le suivre, sachant que moi-même, j'ai eu des difficultés dans le système éducatif et j'ai pas de méthode, j'ai pas d'astuce. Et en plus, autour de moi, il y a personne pour m'aider. Et cette souffrance, eh bien, je la rencontre et elle crée beaucoup d'éléments de difficulté ou de points de difficulté. Le fait de stagner et d'aller chercher des solutions qu'on ne trouve pas. Le fait de mal gérer le stress et les émotions. Le fait d'avoir un sentiment de perte de confiance en soi. Donc ça, c'est très important. Et une mauvaise gestion du temps. Et le fait de prier pour que son enfant rentre et qu'il ait tout compris. Voilà. Et donc, l'idée de ce livre, c'est donner les petites astuces, les tips, les petites méthodes qui ne sont pas des recettes que je vous impose, que j'impose aux parents, mais qui peuvent vous aider ou vous donner au moins des pistes pour pouvoir réfléchir à comment accompagner votre enfant, sachant que vous n'êtes pas un enseignant bis, ou un professeur bis, ou un formateur bis, ou un instituteur bis. Vous êtes là, et on l'a vu pendant le Covid, pour être à côté de votre enfant. Et étant à côté de votre enfant, on va sortir du cauchemar des apprentissages et on va rentrer dans le plaisir d'apprendre, sachant que un chercheur qui s'appelle Kenneth Akiwera, il a observé que les graines de talent sont généralement semées tôt à la maison et la recherche montre que les parents peuvent constituer l'un des plus importants facteurs qui influencent le développement d'un enfant et ses accomplissements futurs. Accompagner, c'est aider à se passer d'aide. Et j'ai fait un PowerPoint, Jérôme, tu l'as vu tout à l'heure. Oui. Si certains le souhaitent, voilà mon cheminement, ma réflexion. Excellent. Et c'est vrai, comme tu dis, en plus, il y a une actualité parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, on sort tout juste, en tout cas en France, du confinement lié au Covid et qui, du coup, a été une expérience, voilà, pour beaucoup de parents, de ce que j'ai pu comprendre. Et justement, est-ce que il y a quelque part aussi un lien avec le système éducatif? Tu en parles également, parce que d'autant plus que tu as été justement acteur du système éducatif français. Est-ce que toi, tu vois également des pistes d'amélioration, on va dire ça comme ça, pour le système éducatif, justement pour peut-être intégrer plus les parents sur ce rôle que je trouve très bien décrit, ce rôle d'accompagnant pour aider l'enfant à se passer d'aide. Je trouve ça hyper puissant. Est-ce que toi, justement, tu as trouvé des pistes d'amélioration là-dessus? Quand j'ai écrit le livre, je suis parti sur un postulat. Je suis parti sur une réflexion, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je suis parti aussi sur la rencontre d'un ami qui a eu son fils, qui a été violenté un peu à l'école, qui avait des difficultés de confiance en soi. Et je me suis dit, mais notre système éducatif est un héritage de l'ère industrielle du 19e siècle. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, deuxième chose, notre système éducatif est un choix politique. On aurait pu avoir ce qu'on appelle des classes mutuelles. Je ne rentre pas dans le détail, vous irez voir. C'est un peu de la recherche, classe mutuelle ou la classe transmissive. Les écoles aujourd'hui sont construites de manière transmissive avec un modèle industriel. La sonnerie, ça vous rappelle rien? La sonnette dans les usines, les horaires aménagés, etc., etc. Donc, le modèle transmissif a des avantages et des inconvénients. Ces avantages, je vais en parler tout de suite, c'est que le sachant peut véhiculer un savoir et ça vous fait gagner du temps. Et l'inconvénient, c'est celui qui est au fond de la classe. Si la personne est au fond de la classe, est moins attentif, et en plus, à l'époque, on mettait les mauvais élèves derrière, il y a toute une histoire derrière ça, et bien là, on a perdu une moitié de la population. Et simplement, en tout cas pour moi, je trouve que c'est dommage, sachant qu'il y avait un deuxième système qui est plus collaboratif, plus coopératif, qui est la classe mutuelle. La classe mutuelle, je vous fais un petit topo, très simplement, c'est que un enseignant enseigne son savoir et ensuite regarde au niveau de tous les élèves ceux qui ont compris et demande à ceux qui ont compris d'expliquer à ceux qui ont moins bien compris et ceux qui sont en difficulté, l'enseignant peut aller le voir. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et il y a la notion de non-connaissance du système éducatif. Et on mélange l'éducation et l'instruction. On mélange les jeunes, avec les élèves. C'est des mondes différents. Un instituteur, c'est pas un enseignant. Un enseignant du public, c'est pas un enseignement du privé. Un enseignant professionnel, c'est pas un formateur. Un formateur, c'est pas. Donc on a
le même cursus, on a les mêmes appellations, mais pour des métiers complètement différents. Ok, donc ça, c'est le système éducatif, et l'instruction, c'est quelque chose que l'on apporte aussi dans le milieu familial, dans le foyer familial, ainsi que l'éducation. Et donc, il y a tout ce mélange qui se fait et on n'a pas de ligne claire. Même là, quand je vous l'explique, je me rends compte que vraiment, il n'y a plus de ligne claire en fait. À quel moment je fais de l'éducation en tant qu'enseignant? À quel moment je fais de l'éducation en tant que parent? À quel moment je fais de l'instruction en tant qu'enseignant? Et à quel moment je fais de l'instruction en tant que parent? Ok? Et il y a une idéologie qui est apparue en 2000 en disant, mais moi, je ne suis pas éducateur, je suis enseignant. Moi, je suis parent, je ne suis pas éducateur. Alors, Moi, juste pour que, je te coupe, mais pour être sûr que je comprenne ce que tu veux dire, ce que je comprends, c'est qu'éduquer, ça va plus être de l'ordre du comportemental, plus transmettre des comportements, voire des valeurs, etc. Alors que instruire, c'est plus transmettre du savoir, si je comprends bien. Est-ce que c'est bien ça quand tu parles d'éducation et d'instruction? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est cette ligne conductrice qui va nous permettre de bien comprendre et de faire une distinction entre l'éducation et l'instruction. Et l'idée du livre aussi, c'est de vous apporter des pistes de réflexion pour comprendre ce que c'est que l'éducation et l'instruction et qu'il n'y ait pas un mélange des genres. Pour ce faire, il y a une méta-analyse qui est très connue dans le milieu de l'éducation et qui est un peu en train d'être mise en cause. C'est les travaux de John Hattie, qui a travaillé sur le livre Visible Learning de 2009. Et là, je vais partager l'écran pour vous montrer un peu ce qui en est ressorti. Ça vous va? Très bien, vas-y. D'autant plus que tu as proposé en off de pouvoir partager cette présentation aux personnes qui le souhaitent. Donc, du coup, je vais pouvoir mettre un lien à télécharger pour les personnes qui souhaitent avoir cette présentation. Merci, Jérôme. C'est parfait. Et voilà, voilà les travaux. D'accord. C'est John Hattie qui a synthétisé plus de 50 000 études et il a analysé les résultats. Donc, de ce fait, de cette méta-analyse, alors c'est quoi une méta-analyse? Ça permet d'observer dans un ensemble d'études qui sont mondiales ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et moi, avant d'écrire mon livre, j'ai voulu savoir quand même s'il y avait un impact des devoirs à la maison, si l'impact était réel. Et je me suis rendu compte que c'était clivant. Alors, je reviens sur le mot clivant. C'est qu'il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre les devoirs à la maison. En tant qu'enseignant, moi, j'en donne. Ok? J'en donne pour réactiver le savoir. Donc, ça a une fonction précise chez moi que j'explique aux parents et aux élèves. Donc, John Hattie, qu'est-ce qu'il dit? Aucune approche d'enseignement ne fonctionne avec tous les élèves à tous les coups. Très important. En tant qu'enseignant, nous devons d'être attentifs à l'impact de notre enseignement sur nos élèves et les parents. Quand est-ce qu'on les forme? D'ajuster nos approches en conséquence. D'où l'écriture du livre pour permettre justement aux parents de comprendre ce que nous, en tant que professionnels, nous faisons et d'avoir peut-être des points d'appui pour pouvoir retransmettre la meilleure information à son enfant et que ça ne le perturbe pas. Ça va, Jérôme? Oui. C'est clair? Alors, du coup, quelles sont les stratégies les plus efficaces? Et là, c'est très instructif. L'enseignement direct. Tiens. Ah, j'avais dit que l'enseignement transmissif n'était pas terrible. Et là, il nous dit l'enseignement direct est bien. Alors, direct, c'est quoi? C'est moi, je connais quelque chose, je te dis comment faire. Voilà, tout à fait. Et là, John Hattie s'est rendu compte que les élèves apprenaient mieux. Alors, est-ce que c'est la force du conformisme? Qu'est-ce qui permet ça? Et l'étude va un peu plus loin en disant, mais c'est des temps courts en fait. Tu dis, voilà, on va travailler ce savoir tout de suite. La formule, c'est ça. Pas d'erreur dans la formule, on va directement à l'essentiel et après on peut travailler. C'est ça l'enseignement direct sur un temps court. L'enseignement à la prise de notes et des méthodes d'études. Les méthodes d'études, tiens, les fameux soft skills. Les méthodes d'études. La pratique espacée dans le temps, le gavage ne fonctionne pas. Alors, et les rétroactions, ce qu'on appelle les feedbacks. Est-ce que tu veux que je t'explique un peu les rétroactions dans le milieu de l'enseignement ou je passe assez vite là-dessus? Alors, si je comprends bien, moi, ça me fait penser par rapport à la pratique espacée et rétroaction, c'est penser justement à la fameuse courbe de l'oubli et où en fait, on a tendance à oublier une information dans le temps et que le fait de réviser, par exemple, dans une semaine, dans un mois, mais c'est-à-dire réviser, c'est-à-dire pas relire, mais réfléchir, vraiment être actif dans le savoir, eh bien, ça permet de mieux mémoriser. Et par exemple, pour ma part, quand on me disait de réviser, je relisais et ça ne marchait pas pour moi parce que c'était passif. Est-ce que c'est ça, en fait, la rétroaction ou ça n'a rien à voir?
Alors, la pratique espacée, c'est plus ce que tu viens d'expliquer. La rétroaction, c'est le feedback. Et ce que tu viens d'expliquer, c'est deux choses. La courbe de la rétention de l'information de Jost et Hermann Ebbinghaus qui a appelé ça qu'on appelle la courbe de l'oubli. Et il disait que très rapidement, on perdait de l'information dans le temps, au bout de 24 heures. Et moi, j'utilise, alors ça, c'est bien pour tes charmants auditeurs, c'est la méthode 1358. Un jour après, 3 jours après, 5 jours après, 8 jours après. 1358 parce que tu te rends compte que si je donne un cours le lundi, une semaine passe, l'autre lundi, moi je suis au 8e jour, je fais l'évaluation. Donc 1358. Un jour après, 3 jours après, 5 jours après, 8 jours après, c'est le conseil que je donne aux parents pour pas se compliquer la vie. Ok, donc c'est-à-dire j'ai une leçon le lundi et je prépare à l'avance des révisions, c'est ça 3 jours après, 5 jours après, 8 jours après? Voilà, le jour même, 8 jours après, c'est le jour même en fait. Une petite relecture et tu relisais, c'est une mauvaise façon d'apprendre, sauf que tu peux aussi t'en servir. Tu peux te servir de la mémoire à court terme en relisant très rapidement ton information et avoir un rappel indicé très rapide. Un rappel indicé, je vous en parlerai tout à l'heure. La rétroaction, c'est autre chose. La rétroaction, c'est je suis à A et je veux aller à B. On est d'accord? J'ai une formule mathématique à apprendre. Je dois faire plein d'exercices pour retenir la formule mathématique. Donc, je vais de A à B. C'est ça là. OK, ça va? OK. Donc, la rétroaction, c'est se dire, donc, je suis à B maintenant. D'accord? Je fais une première rétroaction. Je suis à B maintenant. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi? Qu'est-ce qui a mal fonctionné pour moi? D'accord? Ça, c'est la première des rétroactions. La deuxième des rétroactions, avant d'aller à B, donc je fais A', A seconde, etc., jusqu'à ce que j'arrive à B. Donc, j'ai une rétroaction sur l'action même avant d'arriver au résultat. Ça va? C'est ma deuxième rétroaction. C'est bon? Donc, c'est par exemple, quelque part, réfléchir à ce que j'ai fait, comme tu disais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché pour être dans de l'amélioration continue, et aussi une sorte de projection en découpant des étapes, en disant OK, il faut que j'aille à A, mais pour aller à A, je vais d'abord faire cette étape-là, ensuite je vais faire cette étape-là, une sorte de projection qui permet de préparer le cerveau à passer à l'action, en fait, c'est ça? Tout à fait, Jérôme, c'est exactement ça. Donc, j'explique bien et puis j'ai un bon élève. Ah, c'est mon côté prof qui revient, hein, je suis désolé. Pourtant, je suis pas spécialement bon élève, mais… Très bien, tu as tout compris. Donc, un bon enseignant, c'est avant tout avoir un bon élève. Ok. Alors, je vais pas. Moi, j'aime bien dire un apprentissage dans ce que j'aime parce que le côté élève ramène un peu vers le bas, moi, je trouve. Donc, voilà. Oui, apprenti. C'est vrai que dans ton livre, tu parles des apprentis sages, en fait, en 2 mots, pour des personnes qui sont en situation d'apprendre. Voilà. Et au passage. Donc, il y a un passage à faire. Et donc, il y a une dernière rétroaction qui est très importante, qui est de l'ordre de tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quand j'ai fait ça, comment j'ai réfléchi? Donc, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Et aujourd'hui, avec les neurosciences et plutôt les neurosciences éducatives ou la neuroéducation, on parle aussi d'introspection cognitive, mais je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu technique. OK? Mais ça fait penser, moi, du coup, je me permets juste de rebondir là-dessus parce que ça fait penser à Tony Buzan quand on l'a fait venir en 2018 et il parlait à chaque fois justement, parce que du coup, il a fait sa conférence en anglais le 11 août 2018. D'ailleurs, je crois que c'était sa dernière conférence, une de ses dernières conférences publiques avant qu'il décède malheureusement. Et il racontait que, en fait, voilà, il parlait des personnes qui étaient présentes. Alors lui, il ne parlait pas d'apprentissage, il parlait de warrior of the mind, voilà, des guerriers de l'esprit, donc les pratiquants de mind mapping, de lecture rapide, etc. Et il disait que une des plus grandes compétences que les que les warriors of the mind doivent adopter, c'est to metacognate, justement, la métacognition, to metacognate. Donc Tony Buzan aussi a partagé ce conseil-là pour mieux se connaître. Et d'ailleurs, tu parles aussi, et justement, je vais me permettre après de te lancer là-dessus après, c'est finalement, pour moi, ça rejoint cette notion dont tu parles beaucoup dans ton ouvrage, à savoir la connaissance de soi et les modes de fonctionnement. Tout à fait, tout à fait. Je rejoins totalement ce que tu viens de partager par rapport à Tony Buzan. Et on est à l'heure actuelle avec Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique qui est sur de la recherche. Je vais peut-être couper mon écran, comme ça on va pouvoir me revoir, sur ce qu'on appelle les codes de la conscience. Alors, on est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin actuellement. Je ne rentre pas dans les détails, mais on va beaucoup plus loin actuellement.
Il faudra au moins voire 2 siècles avant qu'on en ait vraiment l'essor et les recherches très claires. Mais c'est quand même extrêmement puissant, sachant qu'il y a une étape autrefois, quand on faisait ce qu'on appelle du behaviorisme ou voilà, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, l'histoire de la boîte noire, on n'est pas obligé de savoir ce qui se passe dans la boîte noire, mais on a un input et un output, il y a une information qui rentre, il se passe un truc dans la tête et ça ressort. Et bien là, on arrive à faire les détails du détail du détail pour le moment. Donc, c'est très important et on arrive à ouvrir la boîte noire. La boîte noire, c'est je vais faire une petite digression là, c'est sur le cerveau. Pourquoi? Parce que comprendre permet d'apprendre en connaissance de cause. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est apparu depuis le rapport de l'OCDE de 1999 qui a été emmené par Bruno de la Chiesa. On sait comment le cerveau apprend. Donc, c'est le cerveau apprenant. Donc, c'est un rapport qui a été commandé au niveau mondial. Bruno de la Chiesa, c'est un chercheur d'Harvard. Et on a pu observer comment vraiment fonctionnait le cerveau et pourquoi on en sait autant sur le cerveau. Tout à l'heure, on parlait des HPI, des dyslexiques, dysphasiques. Eh ben, il utilise une métaphore que je trouve extrêmement puissante. Pourquoi on en sait tant sur le cerveau et pourquoi c'est important d'en savoir aujourd'hui sur le cerveau, d'avoir des connaissances sur le cerveau? Parce que quand une voiture tombe en panne, je sors de la voiture, j'ouvre le capot. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'informations sur les dyslexiques, les dyspraxiques. Et on a pu observer, grâce à l'IRMF, comment fonctionnait le cerveau, entre autres le système arqué. Donc, apparemment, on a la partie gauche qui est très connectée pour la lecture et l'écriture. D'accord? Alors que, par exemple, quand on parlait de créativité, on a le cerveau donc, qui fonctionne dans son ensemble, mais on a une partie droite qui fonctionne un peu plus. Eh bien, il y a des études qui démontrent actuellement que lorsque l'on fait apprendre aux enfants comment fonctionne le cerveau, eh bien, on a des améliorations significatives de leurs apprentissages. Pourquoi? Parce qu'on sort de quelque chose de fixite. Ouais, de toute façon, je suis nul. De toute façon, mon cerveau ne marche pas. De toute façon, mon cerveau est différent. À quelque chose de dynamique. Ah, là, je suis bloqué parce qu'il y a ça. Ah, là, je suis bloqué parce que je n'ai pas compris cela. Donc, je vais aller voir quelqu'un. Et c'est là d'aller voir quelqu'un, on n'y va pas n'importe comment. Je raccroche sur l'histoire des soft skills et les études, je vais te les donner tout de suite, c'est des études de Blackwell qui datent de 2007. L'enseignement du fonctionnement cérébral mène à une augmentation des résultats en maths. Et on avait pris un groupe contrôle et un groupe expérimental. C'était des jeunes de 5 à 6 ans. Il me semble qu'on l'a démultiplié cette expérience dans plusieurs pays, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne et la France et l'Italie, parce qu'on travaille beaucoup en neuroéducation avec tous ces pays qui sont bien maillés. Alors, juste une petite parenthèse, si tu me permets, sur les soft skills, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas, à part celles qui me suivent, a priori, parce que depuis le temps que j'en parle. Et donc oui, les soft skills, les compétences comportementales qui, pendant longtemps, on disait bah, c'est pas des compétences qu'on apprend à l'école, mais que pourtant, on développe en fait dans plein de pans de notre vie, comme par exemple dans le sport, la vie associative, etc. Et ces compétences-là nous sont utiles dans plein de situations comme la concentration, comme la motivation, comme la capacité à s'organiser, à être concentré, etc. Est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu parles de soft skills? Tout à fait. Alors, si tu veux, je peux t'apporter des spécificités du monde de l'éducation. Puisqu'il y a eu tout un rapport qui a été fait en 2015 sur ce qu'on appelle… Alors, les soft skills, c'est une dénomination que l'on utilise plus dans le milieu de l'entreprise. Oui. Nous, les enseignants, on parle plutôt de compétences sociales. Et depuis des années, je milite sur quelque chose de fondamental. Je disais, mais les maths, le français, c'est au centre actuellement. Et ensuite, l'amour de soi, la connaissance de l'autre, l'empathie, la motivation, c'est périphérique. Tiens, si on prenait ce qui était périphérique et qu'on le mettait au centre, et justement ces maths français, on le mettait à l'extérieur, qu'est-ce qui se passerait dans le système éducatif? Et c'est exactement ça, les soft skills. Nous, on appelle ça les compétences sociales. Et, je vais te donner un peu des définitions, comme ça, pour ceux qui vont lire le livre, ils vont comprendre aussi ma démarche, puisque la démarche de mon livre pour accompagner les parents face aux difficultés de leurs enfants, c'est aussi permettre de sortir donc du fixite pour aller au dynamique en passant par ce qui fonctionne bien chez l'enfant. Donc, les rétroactions positives. Tiens, tu as bien réussi ça. Plutôt que de lui dire « Ah non, c'est nul ça, tu vois, tu pourrais faire mieux. » Non, déjà commencer par ce qui fonctionne bien et travailler avec l'enfant toutes les compétences. Donc, j'ai fait tout un chapitre dessus, les compétences sociales, donc les soft skills.
Oui, juste pour remettre du contexte par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, pour que on puisse mieux aider son enfant à faire ses devoirs et donc à apprendre, il est important de bien comprendre comment fonctionne le cerveau et le cerveau de l'enfant, et notamment s'il y a des spécificités, hein, comme tu parlais, donc des spécificités de type neuroatypie, et, et que finalement, il y a plusieurs manières de voir ça. Donc, il y a la manière du coup, cognitive, où tu parles justement donc, des modes de fonctionnement, comment ça se passe dans cette boîte noire qu'est le cerveau. Mais il y a aussi cette dimension plus comportementale avec les compétences sociales, avec justement peut-être un enfant va être plus stimulé par de la concentration alors que d'autres va plus être stimulé par de l'interactivité, et que cette compréhension va aider les parents à donner des meilleures astuces, des meilleures pistes d'exploration pour l'enfant, pour s'adapter à lui et pas faire, entre guillemets, comme moi j'ai fait, en tout cas, de mon côté dans ma scolarité, du bourrage de crâne en disant, de toute façon, pour apprendre une poésie, il faut la relire 50 fois jusqu'à ce que ça rentre. C'est jamais rentré. Ouais, ça se passe pas comme ça. Effectivement, Jérôme, je synthétiserai ça par donner du relief à son accompagnement. C'est exactement ce que tu viens de définir. C'est comment je fais pour donner du relief à mon accompagnement en utilisant les meilleures astuces et les meilleures techniques. Et tout ça, c'est complexe. Complexe et complexus, c'est tissé ensemble. Tout est relié. OK? Mais comme c'est complexe, je vais pas prendre tout dans son ensemble. Comme j'ai tendance à faire, moi, prendre tout dans son ensemble. Je prends morceau par morceau et je vais permettre à mon enfant déjà de lui expliquer comment fonctionne le cerveau. Et quel est le lien avec les maths? Apparemment, il n'y en a pas. Par contre, de bien comprendre comment fonctionne le cerveau, ça permet de savoir là où je suis bloqué, là où je ne suis pas bloqué. Et quand je suis bloqué, là, j'ai peut-être besoin de repos. Là, peut-être que mes neurones se connectent mal, etc., etc. Tu vois? Et cette résistance, ce relief ne peut se passer que par un travail personnel, individuel. Je résiste, je me montre à l'écoute, je me montre créatif. Donc là, on revient sur les compétences sociales et les soft skills. Et si on prend un exemple, imaginons pour illustrer tout ce qu'on vient de dire. Imaginons, par exemple, quand moi j'étais à l'école, par exemple, j'ai du mal à tenir en place. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de sport, etc. Et que par exemple, je me rends compte que voilà, quand on me dit reste assis, lis ta poésie pour que ça rentre pas. Donc comment des parents pourraient pour des enfants comme ça utiliser tout ce qu'on vient de dire pour les aider à apprendre une poésie par exemple? Ok. Donc là, on est sur un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon à pouvoir accompagner un enfant qui est hyperactif. C'est ça, Jérôme. Alors, hyperactif, je ne sais pas si c'est hyperactif, mais en qui tout bouge. Cas, qui a bougé. Ouais, qui bouge. Alors du coup, voilà, il y a des spectres avec des niveaux. Donc, qui bouge. La première des étapes qu'il faut faire, enfin que vous devez, alors, il n'y a plus qu'à, tu dois. Non, on passe pas comme ça. On va mettre en place non pas un programme, parce que le programme, c'est dans le monde de l'éducation, c'est quelque chose de figé. On va mettre une stratégie. Pour mettre la stratégie, ce que je conseille aux parents, c'est observer. Donc, l'observation va passer par quoi? Donc, le parent ou l'enseignant ou le formateur qui est face à Jérôme qui bouge, qui a envie de regarder les oiseaux par la fenêtre. Donc, qui est assez bougeon. Donc, première chose, je vais observer quoi? Quand est-ce que Jérôme se met au travail? Est-ce qu'il s'y met seul? Est-ce qu'il faut lui le rappeler? Combien de temps il s'y met? De combien de temps il a besoin pour s'y mettre? Sa posture durant le travail. Alors, vous avez de la chance. Moi, quand je suis enseignant, j'ai parfois des classes de 33 élèves. Alors, quand on est face à son enfant, ou deux petits loups, ou trois petits apprentis sages, c'est beaucoup plus facile, vous comprenez? Mais en même temps, je balise je balise le terrain. OK? Vous allez observer la durée de travail. Donc, la durée de travail totale de Jérôme. Est-ce qu'il travaille de manière continue ou discontinue? Est-ce qu'il a besoin d'écran ou pas d'écran, puisqu'on est au XXIe siècle? Son niveau de contrôle du travail, il y arrive seul ou il a besoin de quelqu'un à côté? Sa qualité de travail, la tenue de ses cahiers, la tenue de ses affaires, sa posture aussi, et la qualité de la relation durant son travail. Quelle attitude il a à l'oral, à l'écrit, son comportement, est-ce qu'il peut changer? Quand est-ce qu'il a besoin de bouger? À quel moment? Est-ce qu'il a tout le temps besoin de bouger? Donc là, on est sur un travail de collecte d'informations pour permettre à moi, parent ou moi, enseignant, de mieux cerner Jérôme. Et je peux faire ça à distance
ou avec l'aide de Jérôme. Seulement, c'est quand je commence à le dire à Jérôme, Jérôme va changer naturellement de posture. OK? Donc ça, c'est la première des choses. Donc, j'observe. Une fois que j'ai observé, je vais démarrer une conversation à Jérôme, avec Jérôme petit, et je vais dire, Jérôme, est-ce qu'on peut parler ensemble? Et on va avoir une conversation bienveillante. Je vais lui dire, écoute, je vais me passer pas en face de toi, je vais passer à côté de toi, et tu vas me dire ce dont toi, tu as besoin. Et là, on va faire encore une collecte. Est-ce que, tu vois, là, tu peux m'écrire ça, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'écrire cette poésie? OK. Est-ce que quand il écrit la poésie, c'est lisible? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que c'est rapide? OK, tu vas dire, et là, on va utiliser ce qu'on appelle la rétroaction ou le feedback. OK? Comment il est capable de lire? Parce qu'on passe sur des compétences dures là. On n'est plus sur les soft skills, on est sur les hard skills là-dessus. Hein. Mais le fait de rentrer en relation avec lui, on est sur le soft skills, compétences sociales, la communication et l'écoute empathique. Ça va, Jérôme? Oui, donc là, vraiment, observation, on va dire observation du coup sans interaction dans un premier temps, avec la collecte d'informations. Ensuite, deuxième phase avec une interaction où on implique la personne que l'on observe pour avoir plus d'informations. Et là, donc justement, se reposer sur ce que tu disais, la rétroaction, en disant quelles sont les étapes, etc. Donc oui, pour l'instant, ça me paraît très clair. Et je t'ai pris en considération en faisant ça. Mais tu vois, ça, c'est deux temps. Il faut pas les squeezer. Il faut vraiment avoir le temps de passer. Tu le retrouves dans le livre. Dans le livre, tout ce que j'explique, tu le retrouves. Ensuite, qu'est-ce qu'il est capable de mémoriser à court terme, à long terme? Okay, comment il est capable de gérer son attention, la capacité à rester mobilisé sur ce qui l'intéresse, la capacité à rester sur une tâche malgré les distractions, la capacité à rechercher une information pertinente. Son organisation, est-ce qu'il a un sens de l'organisation ou pas? Sa capacité à s'organiser et organiser ses affaires pour travailler efficacement. Son comportement, sa capacité à écouter et coopérer, et la gestion des émotions et du stress. Est-ce qu'il est capable de les gérer? Et quand il les gère mal, généralement, ça amène ce qu'on appelle le découragement, et donc le décrochage scolaire, et donc un travail de raccrochage scolaire en passant par les étapes que je vous ai parlé. Ok? Quand vous allez travailler avec, quand vous travaillez avec l'enfant, pour ne pas le stigmatiser, vous travaillez avec lui sur non plus le pourquoi tu n'y es pas arrivé, mais comment tu ferais pour faire ça, comment tu tiendrais mieux ton stylo, etc., etc. Une fois que j'ai fait ces étapes-là, ok, avec Jérôme, est-ce que ça va jusque-là? Parce que je t'entends plus, Jérôme. Ouais, j'écoute. Ouais, ça me paraît hyper fluide en fait. Ouais. Voilà. Alors du coup, c'est la méthode que tu retrouves dans le livre. Une fois que j'ai fait ça, vous avez pour motiver quelqu'un deux éléments qui viennent plus du développement personnel de la PNL. Nous, on parle d'autres choses en sens de l'éducation, mais j'aime bien ce raccourci de la PNL qui dit, pour faire bouger quelqu'un en termes de motivation, soit vous lui mettez un pistolet dans la tempe et vous lui dites bouge, donc c'est de la souffrance, de la douleur, soit vous lui mettez une valise d'1 milliard de dollars devant lui, il dit là, il va bouger. C'est les deux cas où il va bouger. Donc, c'est la carotte et le bâton. Okay, pour éviter la carotte et le bâton avec le jeune, qui peut être constructeur et ou destructeur, vous allez travailler avec lui sur un cadre. Et ce cadre, vous allez le négocier. Comme vous avez une collecte d'informations, vous connaissez ses points forts, ses points faibles, vous arrivez un petit peu à avoir des informations et des données qui vont vous permettre d'aiguiser votre rapport avec l'enfant, mais surtout vos échanges. On est d'accord? Donc là, on est sur le cadre. Vous allez travailler sur un cadre que vous allez poser. Un cadre, c'est pas très compliqué finalement. Un cadre, c'est c'est ton autonomie dans le cadre, ton adaptation par rapport au cadre, le respect de soi, le respect de moi, le respect des autres, croire que tu peux y arriver, mettre de la confiance en soi. Tout ça, ça te parle, hein, Jérôme, je pense, tu vois. Et mettre des règles tout en décontaminant l'erreur de la faute. Tu as fait une erreur, c'est pas une faute. On va travailler ensemble. Et là, je vais vous donner une astuce, vous parents, vous auditeurs, vous formateurs. Moi, ce que je fais, je ramène une plaque en Lego et je mets je crée un cadre sur la plaque en Lego. On est d'accord? Vous le voyez ou pas? Oui, donc c'est ça. Donc un gros carré en Lego qui est tout plat et dessus, voilà. des petites briques. Et je mets des briques. Ouais. Voilà. Alors je lui dis voilà, ce qu'on a négocié, c'est le cadre. Ok, je prends la bille, je dis la bille, c'est toi. Et la bille, tu vois, tu es dans le cadre. Tu vois, la bille, elle peut bouger. Donc j'y vais doucement. Puis d'un coup, hop, je la fais cogner contre le cadre. Tu vois, là, tu n'as pas respecté la règle. Ok? Peut-être que tu ne l'as pas respectée, peut-être qu'elle ne te convient pas, on va la négocier ensemble. Et puis tu reviens. Tout va bien. D'accord? Donc ça permet de faire comprendre à l'enfant que il y a le cadre,
Voilà, il y a une zone d'espace avec des règles. N'ayez pas peur de négocier le cadre. OK? Maintenant, je prends la bille et je prends une bille un peu en cristal qui se casse très rapidement. J'enlève les éléments des Legos, les parois des Legos. Et du coup, je dis, bah voilà, quand tu respectes pas la règle, tu sors à n'importe quel moment sans prévenir, etc. Regardez ce qui se passe. Tu vois? Chut, poum, la bille, elle tombe. Soit elle se fracasse, soit elle roule et elle se perd. Je dis, voilà, c'est ça. Ça sert simplement à ça, un cadre. Tu vois, tu as un espace de liberté. Ça va te mettre en sécurité. Du moment qu'il comprend ça, vous avez déjà une base pour pouvoir travailler à l'accompagnement de votre enfant et faire en sorte qu'il puisse réussir et donc obtenir ce qui est important pour lui. On revient exactement à ce que je disais au départ. Waouh! Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que finalement, non seulement l'enfant, déjà, le parent permet avec l'enfant de créer une relation déjà beaucoup plus saine, beaucoup plus constructive et aussi aide l'enfant à grandir, à devenir un adulte. Parce que quelque part, éduquer, c'est peut-être ça aussi, de réussir à aider l'enfant à devenir adulte, donc responsable, positif, etc. Et je trouve que c'est hyper puissant par rapport à ça. Et ok, alors le truc, c'est que quelque part, si je fais avocat du diable, c'est que ça prend du temps. Plutôt que de se dire, montre-moi tes exercices, ok, on les fait, paf, et du coup, on passe à autre chose. Donc, quelque part, si je comprends bien, avant de pouvoir motiver son enfant à faire les devoirs à la maison, c'est se motiver en tant que parent, d'investir ce temps-là initial, quelque part, pour mieux comprendre les modes de fonctionnement de son enfant et de créer ce cadre qui, du coup, va permettre à l'enfant d'être motivé sans chercher à le motiver avec la carotte et le bâton, parce que finalement, le carotte et le bâton, ça a toujours existé. Tu emmènes une bonne note, tu as un cadeau. Tu as une mauvaise note, tu es puni. C'est un peu ça, en fait. Donc, mais du coup, ça revoit ses limites jusqu'à maintenant. Alors que là, ce que tu proposes, le cadre, c'est quelque part une manière de motiver différente. Tout à fait. Et en plus, donc, dans ce que tu as dit, c'est très riche. Il y a pas mal de choses. Alors déjà, je vais revenir sur la carotte et le bâton et le fait de la note, de ramener une bonne note. Et ben le problème, c'est que ça peut juste, il y a des recherches qui sont en train d'être faites et qui démontrent que la récompense peut être contre-productive et peut parfois gérer du stress. Et qu'ils avaient fait une expérience, alors je l'ai plus en tête, on en rediscutera sur un prochain interview. Il y a une étude qui avait démontré que une personne était venue en disant voilà, je vais faire la conférence, mais voilà, on va faire deux groupes. Il y a un groupe qui peut gagner 1 million de dollars et un groupe qui peut gagner 1 million de dollars s'il répond à la question. OK? Par contre, c'est chronométré, il faut que ça aille vite, etc. Vous avez le droit de discuter entre vous. Je vous donne la problématique. Et ce qui s'est passé, le groupe qui aura perdu, c'est pas grave, il aura rien, mais voilà, vous pouvez quand même essayer de résoudre le problème. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe qui avait le challenge, qui pouvait gagner le 1 million de dollars, ne sont jamais arrivés à résoudre le problème, et que les autres qui n'avaient pas d'enjeu et tout ont résolu le problème en moins de 5 minutes. Donc ça peut être contre-productif en fait la récompense. 1. 2. La gestion du temps. Et c'est là où d'avoir des notions d'éducation, d'instruction, et de comprendre que notre système éducatif vient de l'ère du 19e siècle, vient de l'idéologie du 19e siècle, du monde industriel, donc il fallait des ouvriers qualifiés, il fallait des comptables, etc. On est sur deux notions. Le temps court dans l'entreprise, il faut que ce soit court. Nous devons être agiles, mobiles, flexibles. On doit faire du lean management, ramener les choses le plus courtes possible, moins de détritus, moins de frappe, zéro détritus, zéro danger, etc. Donc, c'est du temps rapide. L'apprentissage, afin d'avoir des apprentis sages et de non plus que savoir, donc voir ça et rien d'autre, et plutôt rester dans la connaissance, naître avec, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle le temps long. Et c'est là où il y a une opposition entre le monde d'aujourd'hui, qui nous demande d'être rapide et d'être hyper dynamique. Il nous faut le loisir, il nous faut apprendre, et le temps long pour pouvoir permettre justement ces rétroactions, ces gestions d'erreurs, poser le cadre, rediscuter. Et l'apprentissage, qu'on le veuille ou non, c'est du temps long et non plus du temps court. Waouh, super. Bon, et voilà. Du coup, être patient, qui est une soft skill importante, la patience, qui se perd de plus en plus avec le temps, avec cette génération de la récompense instantanée, etc. Et c'est hyper passionnant. On pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais comme tu dis, en fait, si tu es OK, on te réinvitera à une prochaine Jedi parce que de toute façon, tu as d'autres ouvrages également. Tout à fait. Ce n'est pas le seul.
Alors, j'ai 3 ouvrages, Jérôme, que je vais présenter rapidement et qui rejoignent un petit peu tout ce qui est méthode d'apprentissage. J'ai un premier ouvrage qui doit être juste derrière. Alors, j'ai juste dans ma petite bibliothèque, il doit être juste là. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, c'est mon petit plaisir. Vous le voyez ou pas? En petit, j'apprends à… Ouais, celui-là. Tu vois que je ne les avais pas préparés. Hein. Alors, c'est celui-là, J'apprends à me connaître, qui est de la… Okay. Voilà, J'apprends à me connaître, et un autre qui est sur la prise de parole en public. Alors, ça coûte 5 €, d'accord? C'est disponible de partout. Et l'idée, que ce soit… Alors, moi, ma méthode, elle est toujours en 3 temps. La première, c'est ce que je vous ai expliqué, faire de la collecte, c'est-à-dire récupérer des données. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cet ouvrage qui est J'apprends à me connaître, où il y a plein de petits exercices. C'est métaphorique, hein, vous avez vu, je suis prof, donc j'utilise des choses hyper simples pour faire comprendre les choses. Ensuite, je me suis dit, c'est bien. Maintenant, il faut quand même aussi que les personnes qui sont en face de moi puissent communiquer avec moi et puissent s'exprimer. Donc, j'ai écrit un ouvrage sur de la prise de parole en public. OK, donc pareil. C'est à l'usage des jeunes, mais aussi des parents, hein, ceux qui veulent se former. Et il y en a 2 autres qui arrivent. Un sur justement comment explorer son potentiel pour mieux apprendre à apprendre. Et celui qui va arriver, le livre qui s'appelle « Des clés pour accompagner son enfant sereinement dans ses apprentissages ». Et puis, si tu veux, Jérôme, si tu me le permets, je vais partager l'écran pour montrer un peu les images, sachant que je l'ai coécrit avec Sophie Guilherme. Alors, quand je dis coécrit, elle m'a illustré absolument tous les ouvrages. Tous les ouvrages sont faits de façon à ce que les enfants puissent l'appréhender. OK ? Je vais te partager l'écran si tu le souhaites. Je peux te partager l'écran, Jérôme ? Oui, normalement, tu peux. Voilà. Et voilà. OK. Voilà, donc voilà pour le petit teasing, mais de toute façon, on fera un point dédié sur chacun des ouvrages. Là, aujourd'hui, on était sur les devoirs à la maison, qui était donc le sujet du jour. On a pu voir énormément de choses ensemble, mais on a quand même la tradition pour les Jedi de poser 2 autres questions avant de conclure cette interview. La première question, c'est, tu rencontres une personne qui n'a jamais lu cet ouvrage, les devoirs à la maison, et tu peux lui transmettre 3 astuces rapidement. Les 3 meilleures astuces pour l'aider en tant que parent à accompagner son enfant à faire les devoirs à la maison. Ce serait quoi tes 3 astuces, sachant que ça peut être des astuces que tu as déjà partagées dans cette interview? Alors, je vais en donner d'autres, comme ça, je vais t'en donner d'autres. Donc, pour apprendre, vous devez passer… Première astuce, pour apprendre, vous devez passer par 3 étapes. C'est une règle de la Renaissance, c'est ce qu'on appelle la règle des 1 tiers. 1 tiers avec un mentor, 1 tiers où je peux… 1 tiers où je fais apprendre, en fait, alors je reprends. La règle des 1 tiers, c'est simplement 1 tiers avec un mentor, 1 tiers de temps pour pouvoir, moi, appréhender la connaissance que j'ai eue, OK, et 1 tiers de temps où je prends mon temps pour aller l'expliquer à quelqu'un d'autre, OK. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, quand j'apprends quelque chose, vous venez de finir cette conférence-là, vous éteignez tout, vous mettez ce qu'on appelle du bruit blanc. Donc, bruit blanc, c'est du bruit binaire. OK, vous mettez ça, vous fermez tout et vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai retenu? Cahier fermé pour pas que le cerveau refasse émerger de l'information par une image ou un mot. Et là, vous notez, vous notez, vous notez. Ensuite, vous ouvrez, vous reprenez vos notes, vous ouvrez les notes et vous regardez ce qui est, vous comparez et vous regardez ce que vous avez retenu, ce que peut-être vous avez transformé ou ce que peut-être vous avez généralisé et vous apportez le correctif. Ça va? Ça, c'est les 2 premières astuces. OK? La 3e astuce, c'est vous allez vous tester. C'est-à-dire vous testez, c'est-à-dire que vous allez prendre des fiches, vous allez prendre vos fiches, dire voilà, vous allez poser des questions dans votre esprit. Donc, on peut le faire en marchant comme ceci. Alors, je me lève, Jérôme, ça te va? Oui, vas-y. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me fais un double codage. Donc, je marche un petit peu comme ceci en 8 et je me dis, tiens, alors aujourd'hui avec Jérôme, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons passé un temps où nous avons échangé, etc. Donc, je me redis les choses dans ma tête. Et ces 3 grandes astuces-là, collées bout à bout et mises en place par le biais d'un rituel, va vous permettre d'améliorer significativement tous vos apprentissages. C'est garanti. Lisez le livre et vous allez avoir plein d'autres astuces. Merci. Voilà. Et dernière question, c'est est-ce que toi, tu as une habitude, tu parlais justement, c'était vrai que tu parlais de ça, une habitude ou un rituel que tu fais quotidiennement, toi, dans ton quotidien,
Alors oui, parce que depuis la neuroéducation, depuis mes formations en neuroéducation d'ailleurs avec Steve Masson, qui fait des livres remarquables, je commence à méditer. Un mec comme moi qui médite. Et ben, ce que je fais, je me mets de la musique plutôt calme. Alors pour le moment, je suis sur un délire de flûte indienne. J'adore ça, c'est hyper relaxant. Et je me mets ça le matin avant de commencer quoi que ce soit. Je mets de la musique relaxante. Je m'installe sur mon canapé avant même de commencer quoi que ce soit. J'inspire, j'expire. Je le fais 5 fois tranquillement. Je reprends mon calme et après j'attaque mon travail. Et ça, c'est un des rituels que j'ai mis en place puisque la neuroéducation, moi, il a fallu, comme je suis un académique et un mécanique, j'ai eu besoin de le comprendre intellectuellement avant de le mettre en place. Et c'est vraiment royal parce que ça apaise, ça calme. Top. Bah, merci beaucoup, Ismaël. C'était énorme. Voilà, j'ai hâte de pouvoir tourner d'autres vidéos. J'ai appris beaucoup de choses. En plus, avec des astuces hyper pratico-pratiques et appuyées de recherche scientifique. Donc, je trouve ça top. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci également pour le support qui va être également disponible. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Je tiens aussi à remercier toute ton équipe qui a été adorable. Voilà, je pense à Emilia, je pense à toi, enfin toute ton équipe et les auditeurs parce que prendre du temps pour apprendre, vous êtes déjà sur le chemin. Vous êtes déjà sur le chemin des apprentissages. À très bientôt, Jérôme. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.